Nous voulons savoir quelles sont les répercussions de la pandémie sur notre contexte vital existentiel en Suisse. Qu'en est-il de notre santé? Qu'en est-il de notre bien-être? Combien de sports avons-nous fait pendant le confinement, pendant la pandémie? Qu'en est-il aussi de la solitude, de l'isolement? Comment notre vie socio-professionnelle a-t-elle changé? Marc Höglinger va nous répondre à toutes ces questions en fonction du social monitorage COVID-19. Je me félicite que Marc Höglinger soit des nôtres à l'heure actuelle, en direct à la Cursale de Berne, masqué comme il se doit. Il va donc poser son masque pour que nous entendions et comprenions sa communication. Eh bien, cher monsieur, c'est à vous, s'il vous plaît. Un grand merci. J'ai grand plaisir d'être des vôtres à l'heure actuelle et que je puisse citer quelques résultats de notre étude. À notre tour, très tôt au début de la pandémie, nous avons posé la question de savoir la pandémie, que fait-elle avec nous? Quelles sont les répercussions sur la santé? Comment la pandémie impacte notre famille et notre travail lucratif et socio-professionnel? Lorsque nous étions confinés en mars-avril, on s'était dit, nous allons reprendre cette trajectoire au jour le jour, et en peu de temps, nous avons réalisé une étude, c'est-à-dire le monitorage social COVID-19, où nous avons questionné des personnes régulièrement depuis fin mars 2020. Au début, c'était 2000 personnes. Nous en avons presque 3000 à l'heure actuelle que nous interrogeons de façon hebdomadaire. Ensuite, tous les 15 jours, maintenant tous les 4 ou 5 semaines, quant à leur état d'âme, quelle est leur santé psychique, comment se présente leur vie socio-professionnelle et leur vie familiale. Avec ce monitorage social, nous voulons répondre à certaines questions telles que est-ce que la répercussion de la pandémie au début, est-ce que les craintes que cela allait se traduire par un cataclysme, est-ce que cela s'est avéré vrai? De quelle façon se présentent les conséquences et quelle est donc l'affectation des groupes en la matière? Un tel projet, on ne peut le faire qu'avec pléthore de collaboratrices et de collaborateurs, on le voit ici. Et il y a deux institutions qui sont les organes porteurs. D'une part, c'est la Haute École zurichoise pour les sciences appliquées et l'Université de Zurich. Le tout est promu par Promotion Santé Suisse et par l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique. Et cette étude n'est pas possible ou ne serait pas possible sans donc les participants qui participent régulièrement à nos enquêtes. Merci à toutes ces dames et messieurs. Les objectifs de notre monitorage social COVID-19, c'est en temps réel de voir comment les gens vont parmi cette crise, afin que l'opinion publique et les autorités sachent quelle est la réalité. Y a-t-il des altérations qui se pointent à l'horizon? De quelle façon cela se présente-t-il? Et dans quelle façon cela dans quel domaine cela rôde-t-il? Ce qu'il y a de positif, c'est que nous pouvons bien présenter le déroulement dans le temps parce que nous interviewons toujours les mêmes personnes. C'est un échantillonnage représentatif du hasard. On voit très bien ce qui se fait en Suisse pour le meilleur et pour le pire. Nous travaillons avec des indicateurs validés, des indicateurs qu'on connaît auprès d'autres études, par exemple l'enquête sur la santé suisse, et nos résultats sont aussi comparables avec ceux d'autres enquêtes, et nous pouvons comparer cela aussi à l'état normal. Une analyse pondérée est tout à fait possible. Notre enquête a été faite en ligne. Vous constatez ici une de ces questions. En ligne, parce que nous étions en plein confinement au printemps 2020, ce n'eût pas été possible que nous réalisions cela en présentiel. Notre étude est un panel design. Les mêmes personnes, les mêmes groupes de personnes sont toujours interviewés et on voit comment leur bien ou mal-être change en cours de pandémie. Et voici donc un premier résultat issu de nos résultats avec les participants. On parlait de la qualité de vie. La quote-part des personnes qui disent qu'ils ont une bonne ou une très bonne qualité de vie. Et si vous regardez cette courbe, eh bien, c'est un constat à qualifier de positif. La qualité est très élevée. On oscille entre 85 et 90% des personnes qui disent toujours « je vais bien » ou « très bien ». Et c'est un niveau qu'on avait déjà de façon quasi semblable ou quasi identique en amont de la pandémie. C'est ce que les médias ont dit.
92% des Suisses disent que leur qualité serait bonne. C'est un constat important, tout à fait réjouissant d'une part, mais d'autre part, il faut aussi voir, il y a aussi des personnes qui ont une mauvaise qualité de vie par opposition au premier groupe. Ils sont moins nombreux. Au début, c'était 2%. Nous avons en automne, novembre, peu avant Noël, donc une augmentation de cette quote-part à quelques 4%. Sont des personnes qui disent « je vais mal, voire très mal ». Et je tiens à dire dans ce domaine-là qu'il faut toujours regarder les choses de façon différenciée. Beaucoup de personnes allaient et vont bien, voire très bien, incontestablement, mais nous avons quand même une petite quote-part de personnes, mais tout à fait pertinente aussi, qui vont mal, voire très mal, aux antipodes des premiers cités. Tous nos constats, nous pouvons aussi les focaliser sur différents groupes sociodémographiques. Ici, nous l'avons fait selon le revenu financier ou pécuniaire et vous constatez personnes qui ont des revenus élevés. Ce sont ici les lignes en bleu ciel. Ils disposent à titre général d'une qualité de vie bien meilleure par rapport aux revenus moyens et petits. Et les personnes qui ont donc un revenu moyen petit ont une plus petite qualité de vie et cela se corrobore tout au long de la pandémie pour le meilleur et pour le pire. Donc rien n'échange ni pour les bonnes ni pour les mauvaises qualités de vie. Pourquoi est-ce qu'on s'attend à des changements de la qualité de vie et plus tard aussi dans la charge psychique à travers le confinement et la pandémie? Eh bien, parce que la pandémie change notre vie. Et comment la vie change-t-elle? À quel niveau change-t-elle? À quel degré? Et voici comment, en confinement, la vie a changé. Tout d'abord, donc, le mouvement. 20% des personnes vous disent ils ont moins bougé, ils se sont moins mus pendant le confinement, mais 7% dit qu'ils ont fait davantage de déplacements, qu'ils ont davantage bougé. Auprès des contacts personnels, beaucoup de personnes avaient moins de contacts sociaux, mais un nombre assez considérable avait même affirmé qu'ils avaient augmenté leurs contacts personnels. Et ce qu'il faut aussi dire dans ce domaine-là, la grande majorité des personnes n'avaient pas de grands changements dans ce domaine. Et c'est important qu'on prenne cela à disposition en matière de répercussions. Les répercussions étaient disparates, protéiformes pour différentes personnes et le bien-être ou le mal-être a augmenté ou a baissé suivant les circonstances, mais pour beaucoup de personnes, la chose n'a guère changé. J'en viens au stress et à la charge psychique. Nous avons déjà entendu pas mal de choses ce matin et notre enquête s'est aussi focalisée sur cette thématique. Et ce qu'on voit ici, au début du confinement, en mars et avril, le niveau du stress était plus élevé. Cela s'est abaissé. À l'été, on était à un niveau quasi normal. Et lors de la deuxième vague et avant Noël, eh bien, le stress a accusé une hausse assez considérable. Charge psychique élevée, confinement c'était plus élevé, maintenant on est même au stade encore un peu plus élevé en matière d'une forte charge psychique, là où il y a des conséquences en matière de santé psychique, bien nous constatons aussi une légère augmentation au printemps et en automne, mais pas si élevée que ça. Et là, il convient de tenir compte. Il y avait auprès de beaucoup de personnes davantage de stress dans le confinement, mais cette charge psychique, l'image n'est pas aussi crue que cela. Donc le stress n'est pas automatiquement en train d'entraîner une charge psychique majeure. Bien sûr, si le stress, comme on nous l'a dit, était tout à fait pérenne, cela peut se répercuter ou peut se traduire par une vraie charge psychique. Il est intéressant de constater si nous attribuons cela à plusieurs groupes. Ici, nous distinguons selon les personnes qui travaillent ou ceux qui ne travaillent pas. Gris, ceux qui travaillent, noir, ceux qui ne travaillent pas. Et là, vous constatez que les personnes qui ont une activité lucrative pendant le confinement étaient beaucoup plus stressées que ceux qui n'exerçaient pas d'activité. Idem pour ce qui est de la lame de fond, la deuxième vague, en automne, alors que les gens qui ne travaillent pas ont une certaine constance en la matière. Il est remarquable et tranquillisant si nous regardons la charge psychique très élevée auprès des personnes qui travaillent est identique par rapport aux personnes qui ne travaillent pas. Et là, nous n'avons pas non plus une grande augmentation. En cours de confinement, ces personnes étaient stressées quand ils étaient confinés, mais cela, ils l'avaient déjà avant qu'ils ne l'étaient pas.
pas, et la plupart parmi eux ont bien composé avec ce stress. Nous pouvons aussi le regarder d'après les classes d'âge, et là, vous constatez des différences assez considérables des jeunes gens, direction la flèche, les 18 à 29 ans, cette ligne tramée en noir, ont un niveau de stress plus élevé que les plus âgés, aussi plus élevé en matière de charges psychiques, et vous constatez l'augmentation assez brutale en notant donc les jeunes souffrent davantage de ces charges mentalo-psychiques ou psychomentales. C'est le groupe sur lesquels il faut jeter un œil plus que vigilant, me semble-t-il. Ici, des résultats pour les différentes régions linguistiques de Suisse. Vous constatez en matière de stress, il n'y a pas de grande différence entre les germains et les alémaniques. En matière de charge psychique, il y a entre les trois langues quelques différences, mais le niveau en Suisse romande et dans le Tessin est plus élevé qu'en Suisse allemande. Quant à la trajectoire de la pandémie, cela, rien ne change, ou ne change pas grand-chose en tout cas, à part de petites modifications, guère significatives. Le graphique que voici montre une chose extrêmement importante. Ici, vous avez le stress et la charge psychique, mais pour des personnes qui ont un diagnostic psychiatrique, donc qui ont déjà souffert d'une dépression nerveuse ou qui sont anxiogènes, et ces personnes sont bien plus stressées que les autres et souffrent de davantage de charges ou de peur psychique ou d'angoisse psychique, ce qui nous permet de dire que la pandémie et ses répercussions pour un groupe qui est déjà qualifié de vulnérable en matière de stress et de charge psychique, eh bien, cela augmente drastiquement à cause de la pandémie. Et ici, vous constatez qu'avant la pandémie, les personnes avaient des grandes différences les unes par rapport aux autres, mais que ces groupes sont extrêmement vulnérables si leurs charges sont encore davantage renforcées par le stress dû à la pandémie. Une question qui a été posée à de maintes reprises: quel est donc le stress du télétravail, de l'enseignement à distance et des enfants esselés? Oui, le fait d'être esselé, c'est un grand stress. Mais si vous prenez les parents et les adultes sans enfants, eh bien, vous constatez les personnes qui ont des enfants ont un niveau stressé plus élevé, surtout pendant le confinement. Mais si vous regardez les charges psychiques, nous voyons aucune différence significative. C'est en quelque sorte réconfortant. Le stress a existé dans le confinement, mais cela ne s'est pas traduit par donc une charge psychique très élevée et tout à fait pérenne. Isolement et mentalité esselée, grâce aussi que nous plongeons dans une situation où les personnes esselées allaient sombrer dans la dépression. Et il est vrai qu'on le voit pendant le confinement, c'est-à-dire pendant le printemps 2020, on voit que davantage de personnes se sentaient esselées et qu'il y avait quelques personnes, 2% ici, qui n'ont pas quitté le domicile pendant une semaine et même plus consécutive. Guère étonnant de relever que des personnes qui vivent seules, eh bien, qu'ils souffrent davantage sous de tels sentiments de solitude que des personnes qui ont un partenaire ou qui vivent dans un lignage familier ou familial, pardon. Mais ce qu'on voit, c'est que ces sentiments de solitude en été se sont beaucoup rétrécis. La courbe reprend un tout petit peu en automne, quand le temps devient maussade peut-être aussi. Et il faut tenir compte, les modifications dues à la pandémie et pendant la pandémie ne sont pas tellement exorbitantes. Si on oppose ces modifications pandémiques par rapport aux oppositions de groupe. Le sentiment d'esselement, on avait beaucoup de crainte pour les personnes aînées. Eh bien non, c'est surtout les jeunes qui souffrent de cela. Voici cette ligne noire. Ils ont donc un niveau plus élevé en matière de sentiment d'esselement ou de solitude. Et on voit aussi que les jeunes en confinement, aussi bien en automne maintenant qu'au printemps 2020, souffrent plus fortement de la solitude, de l'esselement que les personnes plus âgées. Nous avons regardé beaucoup de choses dans cette enquête. Il me reste encore 5 minutes. Je parle sous le contrôle de notre animatrice. Regardons le phénomène de l'inactivité physique. Ce premier graphique, la quote-part des personnes qui, pendant une semaine,
n'avaient pratiqué aucune activité physique, qui n'ont jamais transpiré par exemple, et cette quote-part pendant le confinement était un tout petit peu plus élevée qu'après, mais se stabilise au même niveau en été, alors qu'il n'y avait pas de grandes restrictions, un niveau de quelques 12% quasi constant, et c'est comparable aussi avec des temps normaux. Donc l'inactivité physique n'est pas due au virus, n'est pas due à la COVID-19, mais est un problème général, et la pandémie n'avait contribué qu'à une petite augmentation de l'inactivité. Ici, on voit si les gens fréquentent des sports. Bon, les sports collectifs qui étaient interdits pendant le confinement, les studios de fitness ou les clubs sportifs étaient fermés. Donc, la quote-part qui fréquente des entraînements collectifs devient plus grande en été, commence à se rétrécir pendant l'automne, mais ce sont peut-être aussi des fluctuations saisonnales. En hiver, les gens quittent moins leur domicile pour des raisons de frimas. Dernière thématique, le travail lucratif, le travail professionnel, de grands changements évidemment. Et une des plus grandes modifications, c'était donc le télétravail. Nous constatons ici que quelques 40% des personnes exerçant une activité lucrative au début du confinement, donc en mars-avril, travaillaient à domicile, étaient assujettis au télétravail. La quote-part s'est rétrécie en été à 20%. Et il y a une petite augmentation, mais pas très considérable en automne-hiver, sans aucune comparaison au niveau de mars-avril 2020. Un thème qui nous intéresse de plus en plus, c'est le chômage ou la peur de perdre son boulot. Et nous voulions savoir de la part des personnes, avez-vous peur de perdre votre travail? Et si on additionne toutes les personnes, on ne voit pas de modification tout au long de cette année pandémique. En revanche, si nous différencions d'après les corps de métier, d'après des branches socio-professionnelles, eh bien, nous constatons que certaines branches sont ballottées par la bourrasque de la pandémie, et c'est l'hôtellerie-restauration, la culture. Là, l'angoisse de perdre leurs emplois ne cesse de croître. Depuis l'été, la tendance est à la hausse, un niveau extrêmement élevé. Presque 40% des personnes ont des angoisses terribles de perdre leur boulot et partant leur existence. Et cela, on le voit aussi quand on le voit d'après le niveau de l'instruction de la formation des personnes qui n'ont fait que l'école obligatoire, ici tramée en couleur noire. Là, cette peur d'augmenter le boulot ne cesse d'augmenter. Et je crois que c'est aussi un groupe qui a de plus en plus des angoisses existentielles, qu'ils perdent leur emploi et partant leur soubassement vital. Quelles sont les quintessences que l'on peut dire quant à la trajectoire de la pandémie et son impact sur nous toutes et tous, sur notre vie générale, notre couvrement sanitaire, notre santé tout court? Je crois que le message est en partie bon. Il y a beaucoup d'indicateurs de la santé et du stress. On voit uniquement très peu de changements pendant la pandémie. Mais il faut faire un regard différencié. Plusieurs groupes demeurent différemment confrontés par les défis de la pandémie, mais ce que nous devons prendre en considération, c'est que des situations difficiles et des défis que nous ressentons, que nous devons relever, ne doivent pas, par définition, entraîner du stress, voire des maladies psychiques. Peuvent, mais ne doivent pas. Mais d'autre part, il est aussi important de souligner et de prendre en considération, bien que la plupart des personnes aillent bien, voire très bien, nous avons quand même beaucoup de personnes qui souffrent énormément de cette pandémie et qui, par conséquent, ont besoin de notre soutien et de notre solidarité. Les personnes mises en péril, ce sont des personnes avec des charges existantes avant le risque, qui avaient déjà un grand risque, une grande vulnérabilité. Et ce qui est aussi important, si nous réfléchissons de quelle façon pouvons-nous donner à nos concitoyens un coup de main pour bien s'en sortir, il ne faut pas tout mettre aux dépens de la pandémie. Le psychisme faible, le stress existe aussi parmi les temps normaux, et je dirais que là, les différences ne sont même pas si grandes que ça. Mais
on a moins de gêne de thématiser cela et il faudrait que cela persiste, même si la pandémie, ce que nous espérons, s'estompe. Nos données ont démontré aussi quelques constats auxquels on ne s'attendait pas. Par exemple, que la solitude est un problème surtout des jeunes gens et pas forcément de nos aînés, en tout cas pas en exclusivité de nos aînés. Aussi, la charge psychique à travers la pandémie était bien plus forte auprès des jeunes qu'auprès des seniors. Donc, les jeunes, il faut regarder de très très près. C'est un groupe à qualifier de vulnérable et nécessitant des mesures et une conclusion un tant qu'il ne soit peu positif, il s'est révélé que beaucoup de personnes pendant le confinement et à titre pandémique général avaient davantage de contacts personnels, davantage d'activités et affirmaient une meilleure qualité de vie. Et ce serait bien si les bataillons qui avaient tiré des conséquences de la crise pouvaient se grossir. Merci, mesdames et messieurs. J'en ai terminé. Merci, M. Bögninger, pour ces propos intéressants. Et je vous transmets aussi un bon message. C'est le nombre qui était auprès de votre conférence, 572 personnes. Je dirais que c'est un public nombreux. C'est bien si on les voyait, si on était en présentiel, mais mieux que rien. Et 572 virtuels, c'est quand même bon. Avant que nous ne discutions, j'aimerais vous poser deux questions à vous. Vous avez brassé beaucoup de résultats. Qu'est-ce qui vous a, à titre personnel, surpris le plus parmi tous les constats que vous avez faits? Lorsqu'au printemps, j'avais accusé la réception des premiers résultats, j'étais surpris que les répercussions sur le bien-être et sur la santé psychique n'étaient pas aussi graves que je ne le craignais. Parce que personnellement, j'avais peur que cela allait se traduire par un cataclysme et les premiers résultats étaient un certain soulagement que c'est sans doute grave, mais pas aussi pire que je pensais. Il y a des questions aussi avec M. Dominique de Kervan, on va le discuter aussi, parce qu'il y a donc un certain décalage, me semble-t-il, entre vous deux. Mais on va le voir lorsque M. Dukervin va nous regagner. En fonction de ces résultats, quels sont les périmètres d'activité que vous voyez pour la promotion et pour la prévention de la santé? Ici, comme dans d'autres domaines du couvrement sanitaire et de la santé publique, il est important que nous sachions relever ces défis déclenchés par la pandémie et que nous essayons de faire le plus grand nombre de mesures possibles. Mais comme nous avons vu, il y a des différences dans les groupes sociodémographiques en matière de charge psychique déjà existants en amont de la pandémie. Donc, il ne faut pas faire abstraction des autres facteurs de charge et de péril. La promotion, la prévention de la santé doit faire la même chose qu'elle faisait jusqu'à présent. Sans doute, ça a encore gagné en importance. Et il y a aussi quelques nouvelles raisons, quelques nouveaux facteurs qui plaident en faveur de la prévention de la promotion. Donc, les expertes et les experts qui nous assistent, qui nous regardent, vous à domicile, eh bien, vous pouvez donc vous sentir sollicité, car vous l'êtes. Et nous discutons avec vous. Merci pour les premières questions que le public nous a déjà transmises. Et Dominique de Kervin, est-ce que vous êtes encore auprès de nous? Vous l'êtes en duplex, mais vous l'êtes. Vous avez tendu l'oreille par rapport à ce que Marc avait dit tout à l'heure. Et j'aimerais donc déclencher avec la question de Linus Scherer. Il veut savoir comment est-il que la charge psychique, d'après le premier orateur, après la première vague, n'a pas reculé. Le contentement vital, après la première vague même, a été en voie d'augmentation. Donc, il y a des différences assez économiques entre les deux intervenants. Des résultats apodictiques en matière du stress et de la santé. Oui, c'est aussi mon santé subjective. Que dites-vous en la matière? C'est une chose qu'il faudra voir à deux peut-être pour qu'on puisse surmonter cette tension. D'une part, il faut donc voir, tout dépend de savoir, eh bien, sur quoi porte l'enquête et comment on saisit le phénomène du stress. Là, la définition est très importante. Si nous rebondissons sur les études en amont de la pandémie qui démontrent, par exemple, que 25% des travailleuses et travailleurs sont stressés, alors on dirait ils se sentent limités dans leur qualité de vie en amont de la pandémie. Cela serait donc déjà un constat considérable. Un quart de la population qui travaille est stressée de façon quasi notoire. On peut se poser la question de savoir pourquoi y a-t-il entre ces deux études ces différences.
notre étude n'est pas représentative, d'une part. Et d'autre part, quand même, nous couvrons un vaste spectre, une vaste gamme de la population suisse. Et il faut voir qu'en matière d'études dites représentatives, vous avez toujours une sélection qui se fait dans le choix des personnes. Tout dépend comment on prend langue avec ces personnes, dans quel contexte on les contacte précisément. Et évidemment qu'il n'y a qu'une partie, peut-être un quart des personnes contactées qui remplissent. Donc, quelles sont ces personnes? Même les études représentatives ont une certaine partie aléatoire. C'est pourquoi je pense que la chose la plus importante à retenir n'est pas forcément le décalque momentané d'une certaine population, mais ce qui est important, c'est donc la temporalité, je dirais le principe de longue ou pour le moins de moyenne durée. Et là, nous avons quand même des constats similaires. Est-ce que vous le voyez comme ça? Oui, plus ou moins. Un avantage de notre étude était que nous avons questionné les mêmes personnes à des intervalles très réguliers, hebdomadaires, bimensuels et par la suite mensuels, entre mars et décembre 2020, et on voit mieux les modifications par rapport à l'étude du stress. Mais les personnes donc décidaient si elles participaient ou si elles ne participaient pas par les réseaux sociaux, on recrutait les personnes. Là, vous avez des personnes qui viennent pour certaines motivations. Eh bien, je participe à une étude de stress et chez nous, les gens, eh bien, ont été choisis de façon aléatoire. On les a invités par la suite. Et cela peut expliquer aussi la différence du niveau du ressenti du stress. Une autre question veut savoir de quelle façon vous sélectionnez les personnes interrogées. Si vous dites que c'est aléatoire, comment cela fonctionne? Eh bien, c'est un échantillonnage de la population. Les personnes ont été sélectionnées auprès d'un panel en ligne. Donc, on les a interpellés par missive épistolaire, on les a recrutés au niveau d'un institut d'enquête. Et il n'y a qu'une partie qui participe, et cette partie est dans ce panel, et c'est eux qu'on a donc choisi de façon aléatoire. Et quelques 25 à 30 ont donc participé, que nous avons contactés par relation épistolaire. Donc, il y a une certaine sélectivité, mais les personnes ne disent pas « je veux participer de cette étude ». C'est nous qui les avons choisis, puisque les gens qui le font volontairement, parfois, renvoient des distorsions de la réalité. Question pour Dominique de Kervin. Y a-t-il, lors des années avant la pandémie, des différences en matière de dépression? Donc, est-ce que dans d'autres années, y a-t-il des gens qui sont davantage dépressifs en novembre qu'ils ne sont en mois d'avril? Intéressant. La saisonnalité, la météo, la température. C'est intéressant comme question. La littérature n'est pas uniforme ni à l'unisson. Il y avait souvent l'opinion des dépressions de saison ou saisonnales en quelque sorte. Quand la nuit tombe et que les gens se raccourcissent, la dépro s'attise. D'autre part, cela a été souvent contesté, mais d'autre part, il faut dire que les quittances des cliniques psychiatriques constatent que entre les vacances d'automne et les vacances d'hiver, il y a une forte augmentation de la dépression, donc il y aurait une saisonnalité des tendances maniaco-dépressives. Ce n'est pas seulement un mythe que lorsque les jours se raccourcissent et que les nuits sont longues et qu'il fait froid, cela donc attise davantage la dépression. André Agerfin veut savoir comment peut-on expliquer le niveau différencié des charges psychiques entre la Suisse romande et la Suisse allemande. À vrai dire, là, je n'ai pas de réponse vraiment épistémologiquement corroborée, mais je crois qu'on trouve certaines différences en temps normal, mais ce décalage assez considérable m'a un peu étonné, à vrai dire. Se pose la question, peut-on l'expliquer par la pandémie? Je serais sceptique avec une telle déposition. En partie, le canton du Tessin a fortement souffert, un peu comme l'Italie du Nord, lors du confinement printanier. On le verra cet après-midi. Je suppose qu'il y a aussi quelques aspects culturels et communautaires ou des aspects linguistiques si on interroge les personnes, comment on réagit. Est-ce que vous l'expliquez, vous, les différences entre les latins et donc la Suisse allemande? Au début, on n'a pas observé cela, donc il n'y avait pas de grande différence. Il y avait des différences pendant la deuxième lame de fond, et j'avais pris langue aussi avec les sociétés psychiatriques et psychothérapeutiques. Depuis la deuxième vague, il y avait une augmentation des tendances dépressives.
Donc, les psychiatres ont été davantage fréquentés par la patiente en Suisse latine, mais pas outre-Sarine, pas en Suisse allemande. Cela s'explique peut-être aussi par les charges très fortes en Suisse latine, si on parle de la deuxième lame de fond. On parlait des régions linguistiques. Marie-Louise Ernst pose la question du genre. Est-ce que vos études différencient la sexospécificité de ces charges? Y a-t-il des différences entre les hommes et les femmes? Et oui, comment? Monsieur Böglinger, peut-être? Nous nous sommes aussi interrogés par rapport à cette situation. Je n'ai pas présenté ce graphique, mais on ne voit pas des différences sexospécifiques marquant. Il y a des différences générales. La charge psychique auprès des femmes est toujours plus élevée qu'auprès des hommes. Nous l'avons aussi vu dans nos propres données, mais le déroulement, la trajectoire pandémique n'a pas de spécificité sexuée. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Oui, grosso modo, il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les genres, entre les sexes. Merci. Autre question, plutôt d'obédience politique. Madame Wyss veut savoir, y a-t-il un changement en matière du traitement de la santé psychique, qu'on puisse décompter cela avec les caisses maladie, les mentalités psychiques rendent aussi difficile la conclusion d'assurance complémentaire. Est-ce que la prévention en matière de psychothérapie gagne-t-elle en importance? Je pense qu'on devra plus fortement réfléchir et discuter de problèmes psychiques. On le fait déjà et j'espère qu'il y aura un effet aussi sur les caisses maladies et sur la prise en charge. En été, les psychiatres, les psychothérapeutes et les psychologues pouvaient décompter aussi par des consultations, par des permanences téléphoniques. On peut espérer que le monde actuariel et d'assurance sera un peu plus souple. On voit dans nos données, les problèmes psychiques ne sont pas seulement un problème de la pandémie. C'est pourquoi ces problèmes vont se pérenniser si nous aurons surmonté donc le pire de cette pandémie. Politiquement parlant, pouvez-vous compléter, M. de Kervin? Qu'est-ce qui se fait? Je ne saurais vous le dire, mais je soutiens ce que dit mon confrère. Il faut que ces prestations soient facilitées dans leur accessibilité thérapeutique aussi bien en matière de psychiatrie, de psychologie que de psychothérapie. Et aussi, il faut que des prestations psychologiques et psychothérapeutiques ainsi que psychiatriques soient aussi facilitées par les caisses LAMAL, surtout par ces dernières. Une question d'Anne-Claude Jura van der Linden. Des recherches sur le stress au Canada ont développé des programmes anti-stress à destination des élèves. Avez-vous connaissance de ces travaux et des projets similaires pourraient-ils être mis en place en Suisse? Wahrscheinlich Sie, Herr Döcke, weil kennen Sie Sonja Lupien und ihre Recherchen, ja. Est-ce que vous connaissez Sonia Lupien, Monsieur de Kervin? Je connais Sonia Lupien, oui, c'est pour moi une grande notion. Je ne connais pas le programme qu'elle a développé dans le détail, mais je crois qu'il s'agit de mettre à contribution toutes les possibilités qualitatives et préventives de la prévention du stress, et sans doute cela est censé, raisonnable et même indispensable. Mais il faut savoir que les possibilités empiriques et basées sur l'évidence en matière de prévention du stress sont très limitées. On le sait dans le cadre des sports, on le sait aussi dans certaines méditations, avec des exercices de vigilance qui ont des effets préventifs. Les effets sont plutôt mineurs, plutôt menus, en tout cas guère considérables. Il ne faut pas s'attendre à un miracle, mais les miracles n'existent pas. Et un petit effet mieux que rien. Madame Sen déplore la mention des personnes de moins de 40 ans qui, depuis 12 mois, sont en plein confinement. Pouvez-vous dire un petit mot? Nous avons posé la question s'il souffrait de maladies chroniques et nous voulons savoir s'il se comporte différemment par rapport aux autres personnes. Des malades chroniques sont souvent des seniors, des personnes aînées, et les deux groupes, aussi bien les malades chroniques que les personnes âgées, ou les malades chronifiés d'un certain âge ont moins bougé, étaient limités dans le contact social, plus que les plus jeunes, c'est vrai.
Donc, ils ont peut-être vécu ce confinement de façon plus intense. Ils ont aussi été plus respectueux des règles. Mais de ces groupes, on voit quand même une réduction du stress en été et les maladies chroniques ne sont pas confinées depuis le mois de mars. Donc, nous pouvons donc donner une certaine désalerte pour la grande majorité de ces personnes. Ce que l'on voit en contrepartie, c'est qu'il y a une petite minorité qui s'isole de façon très forte, qui se claque-mure dans son domicile. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont socialement isolées avec ou sans virus, mais bien sûr que dans le confinement, ces gens-là souffrent aussi. Mais c'est peut-être moins dû à la chronification de la maladie qu'à leur malheur psychique. Martin Roman a une question à vous. Si les résultats de la Haute École zurichoise voient juste que la plupart des gens vont bien, il faudra discuter de la pensée de la solidarité et de renforcer la solidarité. Quelles sont les approches pour une solidarité vécue au rythme quotidien? Vous entendez que beaucoup de gens vont bien, donc ils pourraient aider les autres. Je l'interprète tantôt comme ça, que l'étincelle rejaillisse. Oui, c'est une approche intéressante. C'est un bon résultat, me semble-t-il. Beaucoup de personnes vont très bien, beaucoup de personnes très très bien avec le virus. Donc nous avons des résiliences, une ressource pour assister ceux dans un acte de solidarité qui vont moins bien. Peut-être 5 ou 10 qui vont mal, mais on a des ressources. Et si on est solidaire de façon politique et sociétale, ces gens-là peuvent aller mieux grâce aux résiliences que notre société aurait apparemment, d'après donc cette étude. Oui. En ce sens-là, ma réponse est affirmative. Comment faut-il organiser cela? Comment atteindre les personnes qui ont des problèmes? Comment la politique va-t-elle réagir? Qu'en est-il des indemnisations? Ça, c'est un domaine très compliqué. Il y a beaucoup de défis. Je reçois beaucoup de questions très intéressantes. Merci beaucoup. Je vais prendre encore une question avant la pause. Florence Brunner, est-ce que les enquêtes ont été faites quant à la santé psychique des personnes qui prodiguent des soins? Leur stress doit être considérable. Monsieur de Kevin. Oui, de fait, nous avons aussi donc interrogé des soignants et des membres du corps médical. On n'a pas vu des différences par rapport aux autres catégories socio-professionnelles. Il faut toutefois dire et voir qu'il y a donc un hiatus dans la mesure où les soignants de services intenses n'avaient pas le temps de participer à une telle enquête. Donc, on ne les a pas eus. On sait à travers d'autres cliniques suisses et étrangères que le personnel médical est très fortement sollicité, aussi le personnel paramédical, et il est sûr qu'ils ont des valeurs de stress plus élevées. Donc voilà, ça c'est quasi certain. Un grand merci à vous deux. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. Vous êtes trop nombreux à les poser, mais cela est un bon signe. Je vous souhaite, messieurs, tout de bon. Prenez soin de vous et maintenez votre forme.